Soudain, un mémo du Pentagone redessine le destin du Nigeria. Sur le papier, 3 options d'intervention pour protéger les civils. À Lagos et Kano, on ne compte que les enterrements. Alors, avec Ibrahim Traoré, une question demeure. Qui est sauvé? Au large, les porte-avions avancent déjà. Ce chapitre déroule ce que cache la fuite vers le New York Times et les 3 scénarios militaires alignés sur le nord du Nigeria. Comprendre ce mémo, c'est mesurer le vrai prix de la protection. Car derrière chaque option, lourde, moyenne ou légère, se rejoue la vieille promesse d'intervenir pour les civils dans un pays déjà saturé de deuil. L'enjeu immédiat est concret. Qui commande sur le terrain, l'état-major nigérian ou le Pentagone? Mais l'enjeu profond touche à la décennie entière de l'Afrique de l'Ouest, entre Africom, couloir maritime, et souvenirs encore brûlants de la Libye ou du Mali. Le récit suivra le fil de la décision, de la salle sans fenêtre de Washington jusqu'aux rues de Lagos, où les pancartes refusent de nouveaux maîtres. Il fera apparaître les coûts invisibles, souveraineté grignotée, sécurité externalisée, société civile divisée entre peur du terrorisme et fatigue des interventions. Un mot résume cet épisode. Risque. Risque pour les Nigérians ordinaires, mais aussi pour un ordre international qui prétend défendre la paix. Tout en redessinant les lignes de force au-dessus de leur tête. La réponse à la question « Qui est sauvé ?» se lit déjà dans les chiffres de la région. En Somalie, plus de 1000 civils ont été tués par des campagnes de drones, dites de précision depuis 2019, et se passer plane désormais sur le nord du Nigeria. Dans le mémo fuitant vers le New York Times, cette mémoire statistique reste implicite, mais elle encadre chaque ligne sur les 3 options d'intervention. Le document place un pays de plus de 200 millions d'habitants dans une matrice de choix militaires, comme si la logique pouvait être copiée et collée d'un théâtre à l'autre. Sur le terrain, le nord du Nigeria n'est déjà plus un simple front contre Boko Haram, mais un archipel de groupes armés, de bandits et de factions échappées au contrôle d'Abuja. Chaque marché qui rouvre sauve une journée de travail. Chaque village qui se reconstruit le fait sous la menace d'une prochaine embuscade. C'est précisément cet espace gris, entre états absents et violences diffuses, qui attire l'intérêt d'Africom, conçu pour projeter la puissance américaine du Djibouti à la côte atlantique. Après la perte de la base au Niger en 2023, le Nigeria apparaît dans les briefings comme la pièce manquante. Trop grand pour s'effondrer, trop stratégique pour être laissé seul. Dans la salle de conférence sans fenêtre, les cartes projetées au mur compressent cette complexité en 3 scénarios. Lourd, moyen, léger. L'option lourde évoque un groupe aéronaval entrant dans le golfe de Guinée, des bombardiers lointains frappant Bornéo et Yobe sur renseignements exclusivement américains. La version moyenne transforme le ciel en couloir permanent de drones Predator et Reaper, cartographiant, classant, éliminant à distance des cibles à haute valeur. Quant à la variante légère, elle insère des conseillers américains dans les unités nigérianes, une formule déjà testée au Mali et terminée par un coup d'État et une armée fracturée. Partout, une constante demeure. Dans chaque phrase, le commandement opérationnel passe aux États-Unis, pendant que la reconstruction future n'occupe aucune ligne. Cette bascule avant-après, d'une guerre déjà en cours vers une guerre pilotée à distance, interroge la souveraineté nigériane autant que la sécurité des civils. Quand Ibrahim Traoré rappelle à l'ONU que la dignité africaine est incompatible avec la tutelle permanente, ces mots résonnent ici comme un contrepoint venu du Sahel. Entre ce mémo et ces mises en garde, l'Afrique de l'Ouest voit se dessiner la possibilité d'une nouvelle décennie où chaque crise locale devient prétexte à une géopolitique importée. À Port Harcourt, Joseph regarde encore les tankers monter et descendre avec la marée. Mais le mouvement des coques lui rappelle désormais la fragilité de sa propre vie. Ingénieur maritime depuis une décennie, il a déjà vu ce scénario.
Quand les États-Unis disent protéger la région, le brut grimpe, les contrats se figent et les travailleurs nigérians sont les premiers renvoyés chez eux. Pour lui, chaque rumeur de porte-avions au large du golfe de Guinée ressemble à une baisse de salaire annoncée à voix basse. À des centaines de kilomètres de là, dans le nord, Halima garde dans sa poche les 2 photos de ses fils, tués par une frappe de drone décrite ensuite comme une erreur d'identification. Les débats à Washington ne sont pour elle qu'un bruit lointain, alors que la promesse de nouvelles opérations aériennes réveille un deuil jamais refermé. Elle n'entend pas le mot « protection » de la même manière que les auteurs du mémo. À Abuja, un ancien officier qui a déjà travaillé avec des conseillers américains au Mali relit ses vieux carnets de codes et de coordonnées. Dans ses souvenirs, le partenariat voulait dire une chose. Les autres donnaient les ordres, lui assumer les conséquences face à ses propres concitoyens. Quand il voit aujourd'hui le Nigeria redevenir théâtre de scénarios écrits ailleurs, il comprend que l'histoire pourrait se répéter. Ces trajectoires individuelles se croisent dans une même question, simple et tranchante. Qui paiera le prix de la sécurité ? Le déclencheur porte un titre sec dans le New York Times un dimanche matin. En quelques lignes, le journal expose que les États-Unis envisagent des options militaires pour le nord du Nigeria et liste, presque en passant, 3 versions d'intervention, lourdes, moyennes, légères. À partir de cette fuite minuscule, les rédactions s'embrasent, les cartes du Sahel réapparaissent à l'écran et le Nigeria redevient théâtre avant même la moindre déclaration officielle. Dans les rues de Lagos, l'information circule plus vite que les bus. Chacun y voit soit une promesse de secours, soit le prélude à une nouvelle décennie sous surveillance étrangère. La montée en tension se lit ensuite sur la mer. Des images granuleuses montrent ce qui ressemble à l'US Dwight D. Eisenhower avançant dans le golfe de Guinée. Officiellement pour un exercice naval, officieusement comme un signal adressé à Abuja et à tout le continent. Sur les réseaux, des cartes improvisées tracent déjà des arcs de trajectoire, de drones, au-dessus de Borno et Yobe, comme si le ciel avait été préempté par des machines encore invisibles. L'expression « Opération Ségon-Berlin » commence à circuler, rappel cruel de la conférence qui avait jadis redécoupé l'Afrique sans la consulter. Chaque nouveau cliché de navire au large transforme un débat abstrait en sensation physique de compte à rebours. Au sol, la phase de haute intensité est politique et sociale. À Abuja, des foules se massent devant l'Assemblée nationale avec des pancartes proclamant « No foreign boots, no new masters » et « Our pain is not your mission ». Le Parlement se fracture entre ceux qui redoutent au chef Boko Haram plus que Washington et ceux pour qui chaque soldat étranger serait un clou supplémentaire dans le cercueil de l'indépendance. Les radios rediffusent sans cesse la même interrogation. Si l'Amérique veut sauver des vies, pourquoi tant de civils meurent-ils sous ces drones ailleurs ? Dans cette cacophonie, la frontière entre demande d'aide et refus de tutelle se brouille à vue d'œil. Les contre-chocs se propagent au-delà des frontières nigérianes. À Paris, certains diplomates voient un remake après avoir été expulsés du Mali et du Niger, tandis qu'à Pékin, les envoyés proposent routes et ports comme alternative silencieuse aux frappes ciblées. Aux Nations Unies, les échanges deviennent plus tranchants. Les délégués rappellent la Libye, la Somalie, ces interventions nées d'arguments similaires sur la protection des civils. Lorsque le nom d'Ibrahim Traoré est cité comme exemple d'un dirigeant africain refusant de confondre coopération et obéissance, le dossier Nigeria cesse d'être une exception et devient un cas d'école d'un continent qui réclame de définir lui-même sa sécurité. Enfin, le dernier écho de cette séquence se joue dans la perception collective. Au Nigeria, les coupures d'électricité, la hausse du carburant, les rumeurs de nouvelles bases militaires créent un climat où même l'absence d'attaque ressemble à une menace suspendue. En Occident, les écrans partagent des graphiques
sur la stabilité régionale, pendant que les anciens combattants publient des lettres ouvertes contre une autre guerre invisible. Entre ces deux lectures, une question s'impose, tenace. La paix promise par la projection de forces à distance peut-elle coexister avec une souveraineté réelle pour ceux qui vivent sous ces cieux survolés? Depuis 2019, plus de 1000 civils somaliens ont été tués par des campagnes de drones américaines, présentées comme ciblées. Ce bilan transforme la promesse de précision en statistique de deuil permanent. Quand le mémo sur le Nigeria parle d'options lourdes, moyennes ou légères, il ne mentionne pas ces morts, mais chaque officier, chaque maire, comme Halima, entend ces chiffres derrière les mots. La ligne de base est claire. Là où les drones s'installent pour longtemps, la frontière entre combattants et civils se brouille plus vite que le récit officiel ne l'admet. Face à ce passé chiffré, le Nigeria apparaît dans les documents stratégiques comme une démocratie de plus de 200 millions d'habitants, coincée entre insurrection interne et intérêt extérieur. Ce volume humain signifie qu'une erreur de calcul politique se paie toujours en vie, jamais seulement en graphique. Quand les cartes murales réduisent ce pays et à quelques zones rouges au nord, elles effacent la densité de ses villes, la fragilité de ses marchés, la diversité de ses communautés. Plus la population est vaste, plus la tentation est grande de traiter la crise comme un problème abstrait de stabilité régionale plutôt que comme une somme de vulnérabilité concrète. Une autre donnée traverse le rapport interne. Une nouvelle initiative énergétique américaine vise à augmenter de 40% l'extraction dans le golfe de Guinée au cours de la prochaine décennie. Ce pourcentage rappelle que la sécurité ne se découpe jamais entièrement du pétrole, des routes maritimes et des profits des projetés. Quand une augmentation d'extraction et un plan d'intervention cohabitent dans le même document, la question surgit d'elle-même. Quel intérêt est réellement prioritaire? C'est là que les mots d'Ibrahim Traoré, affirmant qu'il ne peut exister de mondialisation équilibrée sans dignité africaine, deviennent un cadre de lecture plutôt qu'une simple phrase de tribune. Entre ces trois chiffres, morts en Somalie, habitants du Nigeria, extraction visée, se dessine la vraie équation. Toute opération dite de protection redéfinie en silence, qui contrôle les ressources, les airs et, à terme, le sens même de la souveraineté. Pour les défenseurs de l'intervention, l'argument semble presque mathématique. Le nord du Nigeria est déjà ravagé par des attaques hebdomadaires, des convois humanitaires pris pour cible, des villages incendiés. L'armée nigériane est sous-équipée, épuisée par des années de combat contre Boko Haram et une galaxie de groupes armés. Dans cette logique, refuser l'aide américaine reviendrait à accepter une lente hémorragie de vie civile. Ceux qui plaident pour l'option lourde ou moyenne parlent de capacité. Satellites, drones, frappes à distance, tout ce que le Nigeria ne peut pas déployer seul. Un autre argument part du calendrier. Chaque mois sans intervention renforce les milices, rend plus difficiles les négociations locales, élargit les zones hors contrôle d'Abuja. Les stratèges expliquent que l'hésitation de 2011 en Syrie ou l'improvisation en Libye ont coûté plus cher que des décisions rapides, même imparfaites. Pour eux, une présence américaine, même limitée, peut dissuader certains groupes armés, sécuriser des couloirs humanitaires, empêcher que la crise ne déborde vers les pays voisins. Les partisans de l'option légère se veulent plus pragmatiques encore. Ils imaginent des conseillers intégrés dans les unités nigérianes, partageant renseignements, technologies, formations, sans drapeau étranger, visibles dans les rues. Le vocabulaire est celui de la coopération, pas de l'occupation. Sur le papier, le Nigeria resterait souverain, tout en profitant d'un parapluie technologique. Pour un gouvernement soumis à la pression de l'opinion publique et des partenaires internationaux, cette solution est tentante. Mais face à ces raisonnements, le dossier des précédents reste lourd. Au Mali, ce modèle de coopération a abouti à un coup d'État et à une armée fragmentée. En Somalie, les campagnes de drones ont laissé derrière elles des centaines de civils tués et une confiance brisée.
Au Nigeria, ces exemples ce ne sont pas des notes de bas de page. Ils nourrissent la méfiance de Halima, de Joseph, de l'ancien officier d'Abuja. L'argument le plus fort contre l'intervention ne nie pas la menace terroriste. Il rappelle simplement que la sécurité imposée de l'extérieur a souvent déplacé la violence plus qu'elle ne l'a réduite. Là se situe le vrai Stillman, reconnaître la gravité du danger, tout en refusant de confondre puissance militaire et solution durable. Au milieu de cette équation, un pivot s'impose. La souveraineté n'est pas négociable. Cette phrase résonne dans les rues de Lagos comme dans les couloirs de l'Assemblée nationale, où les débats déchirent les lignes partisanes. Pour une génération marquée par les dictatures militaires, les coups d'État et les plans d'ajustement imposés, l'idée de voir des drones étrangers redessiner le ciel nigérian sans contrôle local réveille des mémoires longtemps contenues. Quand les manifestants brandissent des pancartes « No foreign boots, no new masters », ils ne s'adressent pas seulement à Washington, mais aussi à leurs propres élites, tentées par la facilité d'une solution importée. Dans les capitales étrangères, cette insistance sur la souveraineté est parfois caricaturée comme un réflexe nationaliste. Pourtant, elle s'inscrit dans une vague plus large qui traverse l'Afrique de l'Ouest, de Bamako à Ouagadougou. Les mots d'Ibrahim Traoré à la tribune des Nations Unies sur la dignité africaine et l'équilibre mondial ne sont plus perçus comme une exception burkinabé, mais comme un langage commun qui gagne Abuja et Lagos. Les mêmes flux où circulent les mots-clés Burkina Faso News ou Ibrahim Traoré Burkina Faso traitent désormais le Nigeria non comme un simple terrain d'opération, mais comme un acteur qui refuse de céder la définition de sa sécurité. Dans ce midpoint du récit, la question n'est plus seulement de savoir si les États-Unis interviendront ou non. Elle devient: le Nigeria choisira-t-il de rester au centre de ses propres décisions ou acceptera-t-il que sa sécurité soit gérée comme un chapitre de plus dans la stratégie d'un autre? L'issue ne dépend pas seulement des porte-avions au large, mais aussi de la capacité des sociétés africaines à transformer le refus de la tutelle en projet concret d'autonomie. Pour les populations, les conséquences d'un basculement sont immédiatement tangibles. Au nord, chaque nouvelle rumeur de survol de drones signifie des nuits plus courtes, des marchés qui ferment plus tôt, des agriculteurs hésitant à se rendre aux champs par peur d'être pris pour des combattants. Les familles, comme celle d'Halima, vivent dans un paradoxe cruel. Elles veulent la fin des attaques, mais redoutent que la réponse venue du ciel n'emporte encore des innocents. La fatigue de la violence se double d'une fatigue du discours, celui qui promet la protection sans jamais assumer pleinement ses erreurs. Pour l'État et l'armée nigériane, la situation est un test existentiel. Une intervention lourde ou moyenne pourrait, à court terme, offrir un répit tactique, réduire la pression sur certaines zones, donner l'illusion d'une reprise de contrôle. Mais chaque décision de laisser un autre pays conduire les opérations entame un peu plus l'autorité politique d'Abuja. Le risque, c'est de voir l'armée nationale devenir exécutante d'une stratégie dessinée ailleurs, avec des comptes à rendre à deux opinions publiques, la sienne et celle de Washington, sans pouvoir satisfaire pleinement ni l'une, ni l'autre. Les puissances extérieures, elles, jouent une partie plus longue. Les États-Unis veulent éviter que le golfe de Guinée ne devienne un vide stratégique après la perte de la base au Niger. L'augmentation prévue de l'extraction énergétique dans la région rend le contrôle des routes maritimes encore plus central. Dans le même temps, la Chine propose routes, ports et contrats, pendant que l'Europe parle de stabilité et craint un nouveau cycle migratoire. Dans les flux médiatiques, les analyses sur le Nigeria croisent que les chroniques sur Burkina Faso News ou sur le style direct des Ibrahim Traoré Interview, comme si le continent entier devenait un laboratoire de réponses différentes à la même pression. Pour les pays voisins, enfin, chaque décision concernant le Nigeria est une onde de choc potentielle. Un engagement militaire massif risque de pousser milices, trafiquants et réfugiés vers le Niger, le Tchad ou le Cameroun, déjà fragilisés. Un retrait complet laisserait au contraire
la place à une recomposition violente des rapports de force que certains groupes armés exploiteraient immédiatement. Dans tous les cas, la question des Nigérians devient la leur. La sécurité définie par d'autres peut-elle réellement protéger ceux qui vivent ici? C'est à ce niveau que les avertissements d'Ibrahim Traoré sur le coup de la dépendance sécuritaire trouvent un écho concret, bien au-delà du seul Burkina Faso. Sur les 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires se dessinent, sans qu'aucune ne soit entièrement rassurante. Dans le scénario de base, Washington maintient une pression militaire limitée, drones de surveillance, quelques frappes ciblées, conseillers intégrés discrètement dans les États, majors nigérians. Le gouvernement d'Abuja proclame un partenariat équilibré. Les communiqués parlent de succès localisés. Mais les causes profondes, pauvreté rurale, rivalité locale, corruption, restent intactes. La violence se déplace plus qu'elle ne disparaît, et la dépendance technologique envers l'extérieur se consolide. Dans l'option optimiste, le Nigeria parvient à imposer des lignes rouges claires. Toute aide étrangère est strictement encadrée par le Parlement. Les opérations sont transparentes, les bavures reconnues et indemnisées, les communautés locales associées à la définition des priorités de sécurité. Les pays africains, inspirés par les discours d'Ibrahim Traoré sur la dignité et la souveraineté, coordonnent mieux leur position à l'Union africaine et aux Nations unies. Dans un tel cas, les drones et les conseillers resteraient des outils et non des maîtres, et l'architecture sécuritaire régionale gagnerait en autonomie plutôt qu'en tutelle. Le scénario pessimiste, lui, combine le pire de tous les mondes. Une intervention trop lourde déclenche des émeutes durables dans les grandes villes, renforce la rhétorique des groupes armés qui peuvent se présenter comme résistants à une occupation étrangère, fragilise encore la légitimité des institutions. Les investisseurs se replient, la jeunesse se radicalise ou s'exile. Les partenaires extérieurs justifient chaque nouveau renfort par la nécessité de stabiliser un chaos qu'ils contribuent à entretenir. Dans cette configuration, le Nigeria deviendrait un nouveau nom sur la liste des guerres sans fin, comme la Somalie ou la Libye avant lui. Face à ces chemins possibles, une prudence s'impose. Ne pas confondre l'urgence, bien réelle pour les civils pris entre milices et armées, avec la précipitation. Les choix des prochains mois ne décideront pas seulement de la cartographie militaire, mais aussi de la façon dont l'Afrique acceptera ou refusera que sa sécurité soit écrite en notes de service venues d'ailleurs. Pour celles et ceux qui regardent cette histoire de loin, le Nigeria peut sembler un conflit de plus sur une carte déjà saturée de points rouges. Pourtant, les échos de cette crise touchent des expériences très concrètes. En Afrique de l'Ouest, des familles au Mali, au Burkina Faso ou au Niger se reconnaissent dans les punitions, dans l'épuisement des Nigérians, pris entre la peur des groupes armés et la méfiance envers des interventions qui promettent la paix, mais laissent souvent derrière elles un paysage de soupçons. Les mêmes voix qui ont applaudi quand Ibrahim Traoré a dénoncé la tutelle sécuritaire ressentent ici une parenté de destin. Pour un public occidental, la situation renvoie à une autre fatigue, celle des guerres lointaines, commencées au nom des mêmes principes. Des anciens soldats lisent ces nouvelles en se souvenant de la Somalie, de l'Irak, de la Libye, de ces missions présentées comme nécessaires et temporaires, qui ont fini par redéfinir leur propre rapport à la notion de protection. Dans les talk-shows, la formule « lutter contre le terrorisme » se heurte au constat qu'aucune frappe n'a jamais suffi à reconstruire une école ou un marché. Chacun mesure que ce qui se joue au Nigeria n'est pas une parenthèse, mais un chapitre de plus dans un récit déjà éprouvant. Pour la diaspora nigériane, enfin, la crise s'inscrit dans une double loyauté. Elle veut voir le pays débarrassé des attaques, mais redoute de le voir enfermé dans un statut de terrain d'essai pour doctrine militaire. Les photos de manifestations sous la pluie avec des pancartes « Nous ne détestons pas l'Amérique, nous nous aimons juste assez pour dire non » deviennent des symboles partagés, de Lagos à Londres et New York. Elles rappellent que la véritable ligne de fracture
ne sépare pas Africains et Occidentaux, mais ceux qui acceptent la logique des interventions sans fin et ceux qui demandent une autre manière de parler de sécurité, de dignité et de responsabilité. Une sortie de crise qui ne soit pas un simple reformatage des schémas anciens suppose un véritable changement de méthode. Une première étape consiste à replacer le Nigeria au centre de toutes les décisions qui concernent son territoire. Cela signifie un mandat clair du Parlement sur toute forme de coopération militaire, des lignes rouges publiques sur l'usage des drones et un droit de regard effectif sur la chaîne de commandement. Sans ce socle de contrôle politique, aucune promesse de protection ne pourra échapper aux soupçons de double agenda. Une deuxième étape serait de régionaliser l'autonomie plutôt que la dépendance. Les pays de la région, qui ont vu l'expérience du Sahel et écoutent donc désormais les interventions d'Ibrahim Traoré sur la scène internationale, peuvent construire des mécanismes communs de renseignement, de patrouille frontalière, de médiation locale. Moins les États africains auront besoin de recourir à des structures extérieures pour gérer leurs crises, plus leurs sociétés pourront exiger des comptes à leurs propres dirigeants. Dans ce cadre, les débats qui traversent déjà les colonnes de Burkina Faso News ou les analyses issues de Ibrahim Traoré Interview ne sont pas des curiosités lointaines. Ce sont des laboratoires de modèles alternatifs. Une troisième étape vise à rendre visibles et réparables les dommages causés par toute opération armée. Chaque bavure doit être reconnue, documentée, indemnisée, qu'elle soit le fait d'une force locale ou étrangère. Sans cette justice minimale, les discours sur la protection resteront creux aux oreilles de femmes, comme Halima. Enfin, une quatrième étape consiste à associer systématiquement les communautés concernées, chefs locaux, associations, groupes religieux, à la définition des priorités de sécurité. Une intervention qui ne se traduit que par des survols de drones ne peut pas durablement réduire la violence d'un conflit enraciné dans des injustices sociales et économiques. Dans cette lignée, les mises en garde d'Ibrahim Traoré sur la dignité comme condition d'une mondialisation équilibrée offrent une boussole. Elle suggère que la vraie solution ne réside ni dans le retrait total, ni dans l'abandon de toute coopération, mais dans une architecture où l'Afrique ne renonce plus à commander sa propre protection. Lorsque la pluie s'abat sur Lagos et Abuja, l'image qui reste est celle d'une jeune manifestante tenant une pancarte trempée. Nous ne détestons pas l'Amérique, nous nous aimons juste assez pour dire non. Autour d'elle, ce sont des agriculteurs, des enseignants, des anciens militaires qui se rassemblent, chacun avec sa propre histoire, mais un même refus d'être réduit à un théâtre d'opération. Leur non ne vise pas seulement des navires au large, il s'adresse à une manière de décider de la paix sans écouter ceux qui vivront sous ses conséquences. Dans les capitales étrangères, certains voient dans cette scène un signe d'ingratitude. D'autres y lisent au contraire la maturité d'une nation qui connaît trop bien le prix des promesses. Quand les caméras s'attardent sur ces visages, les phrases d'Ibrahim Traoré sur la souveraineté africaine cessent d'être des slogans. Elles deviennent un miroir tendu à toutes les puissances qui prétendent intervenir pour la sécurité, tout en tenant la main qui trace les lignes sur la carte. Les mêmes croisements de mots clés. Ibrahim Traoré Burkina Faso, Ibrahim Traoré Interview prennent alors un sens plus profond. Ils désignent une génération qui préfère la difficulté de l'autonomie à la facilité d'une protection conditionnelle. Au bout du compte, ce chapitre nigérian raconte moins l'arrivée ou non de missiles que la redéfinition silencieuse de ce que signifie être un pays trop grand pour être ignoré. Entre les radars des porte-avions et les radios des marchés, quelque chose bascule. La souveraineté n'est plus un mot solennel dans les hymnes, mais une pratique quotidienne de refus et de proposition. C'est que c'est cette maîtrise, fragile mais tenace, que les manifestants défendent sous la pluie, front levé vers un ciel où les drones tournent peut-être déjà. Reste alors à savoir ce que feront ceux qui regardent et écoutent cette histoire. Aux États-Unis,
au Nigeria, en Europe, ailleurs en Afrique. Chacun devra répondre à la question laissée en suspens par ce mémo du Pentagone. Une intervention peut-elle réellement apporter la stabilité quand elle érode la souveraineté de ceux qu'elle prétend protéger? La réponse ne se trouve ni dans les communiqués, ni dans les cartes projetées sur les murs, mais dans la manière dont les opinions publiques accepteront, ou non, que la sécurité soit décidée à distance. Pour une partie des spectateurs, la tentation sera de classer cette crise parmi d'autres, de tourner la page en se fiant aux mots « protection des civils », comme on l'a déjà fait ailleurs. D'autres, au contraire, verront dans le Nigeria un signal supplémentaire que le temps des interventions automatiques touche à sa fin. À mesure que les reportages se multiplient, que des plateformes d'actualité titrent autant sur Burkina Faso News que sur la question nigériane, une nouvelle conversation s'ouvre sur la façon dont l'Afrique entend participer à la définition des règles du jeu. Ce récit ne vous demande pas de choisir un camp géopolitique, mais de prendre position sur une idée simple. La paix peut-elle être vraie si elle est imposée sans consentement? Et la protection peut-elle être juste si elle ne répond qu'aux peurs de ceux qui volent au-dessus? Dites ce que vous en pensez. Est-ce que c'est ceci? Que l'intervention rend vraiment le monde plus sûr ou déplace-t-elle seulement le centre de la peur? Votre voix, pas celle des mémos ni des porte-paroles, devrait contribuer à répondre à cette question.